Mon mari m'a laissé seul pendant mon opération d'urgence, dîner d'affaires, m'a-t-il écrit par texto. Sa mère a dit que je surréagissais. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, les points de suture frais, la douleur anesthésiée et le chirurgien tenait une enveloppe. Il m'a dit, une dame m'a demandé de vous remettre ceci s'il ne se présentait pas, j'ai ouvert l'enveloppe lentement. La douleur m'a frappé comme un éclair fendant mon abdomen alors que je m'effondrais sur le sol de notre cuisine. Mon alliance raclant le carrelage froid. 6 ans de mariage et j'appelais le nom de Luc à des murs vides tandis que ma vision se brouillait et que mon corps était secoué de convulsions d'agonie. Luc, ai-je haleté, mais il était déjà parti pour son jogging du soir. La même routine prévisible qu'il maintenait depuis 3 ans. Écouteurs dans les oreilles, coupé du monde. J'ai cherché mon téléphone à tâtons avec des doigts tremblants. Chaque mouvement envoyait de nouvelles vagues de feu à travers mon corps. La voix de l'opérateur du SAMU semblait résonner comme sous l'eau tandis que je murmurais notre adresse entre 2 respirations saccadées. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de me rejoindre pour partager ces histoires qui comptent. Si vous croyez que les femmes méritent des partenaires qui sont présents dans leurs moments les plus sombres, envisagez de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à toucher plus de femmes qui ont besoin d'entendre ceci. Maintenant, voyons comment cette trahison se déroule. Pendant des semaines, j'avais dit à Luc que quelque chose n'allait pas. Les douleurs lancinantes qui me réveillaient la nuit. La nausée qui me faisait quitter précipitamment des dîners importants. L'épuisement qui me laissait les yeux cernés et tremblantes. Tu es stressé, avait-il dit, sans même lever les yeux de son ordinateur portable. Peut-être que tu devrais voir un psy. Cette histoire d'anxiété commence à devenir vieille, Juliette. Sa mère avait été pire. Certaines femmes dramatisent tout, lui a-t-elle dit lors du dîner du dimanche. Alors que j'étais assise juste là, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Ma génération n'avait pas le temps pour toutes ces affections mystérieuses. Mais ce n'était pas de l'anxiété. C'était mon appendice qui se rompait, inondant mon corps de poison tandis que j'étais seul sur notre carrelage d'anniversaire. Le marbre de Carrare coûteux sur lequel Luc avait insisté parce qu'il ajoutait de la valeur à notre investissement. Les ambulanciers m'ont trouvé consciente mais à peine cohérente. Les signes vitaux chutaient rapidement. Madame, nous devons vous emmener en chirurgie immédiatement, a dit le plus jeune, le visage sombre en vérifiant mon pouls. Votre pronostic vital est engagé. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler? Mon mari, ai-je murmuré, leur donnant le numéro de Luc alors qu'il me chargeait sur le brancard. Les sirènes hurlaient tandis que nous traversions les rues de la ville. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la réaction de Luc. Paniquerait-il? Laisserait-il tout tomber? Réaliserait-il enfin que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas l'épouse dramatique que sa mère dépeignait? Les urgences étaient un flou de lumière fluorescente dure et de voix pressantes. Appendicite aiguë avec perforation, ai-je entendu quelqu'un dire. Nous devons la préparer maintenant. Une infirmière s'est penchée sur moi. Son expression était gentille mais professionnelle. Ma petite, nous essayons de joindre votre mari. L'opération ne peut pas attendre, mais nous continuerons d'appeler. J'ai voulu lui dire de ne pas se donner cette peine. Au fond de moi, à cet endroit où les épouses gardent leurs vérités les plus douloureuses, je savais déjà qu'il ne viendrait pas. Luc avait perfectionné l'art de l'absence opportune au fil des ans. Manquant les funérailles de mon père à cause d'une réunion client cruciale, sautant mon dîner d'anniversaire pour un tournoi de golf, arrivant 3 heures en retard à la réunion des anciens de ma promo parce qu'il avait perdu la notion du temps. Mais c'était différent. C'était une question de vie ou de mort. Ils m'ont emmené en salle de préopération, où l'anesthésiste a expliqué les risques d'une voix douce qui rendait tout surréaliste. Votre mari sera là à votre réveil, m'a assuré l'infirmière en me serrant la main. J'ai hoché la tête, voulant la croire, ayant besoin de croire qu'après 6 ans de mariage, Luc me choisirait plutôt que tout ce qui réclamait son attention. Mon téléphone a vibré une fois alors qu'il se préparait à m'emmener en chirurgie. Un seul message. Mon cœur s'est soulevé. Peut-être qu'il se précipitait ici. Peut-être qu'il avait reçu les appels. Peut-être. Ne peut pas venir. Dîner d'affaires. Gère. 5 mots. 5 mots pour écarter le fait que sa femme était sur le point de passer sous le bistouri seule pendant que son corps combattait une infection potentiellement mortelle. 5 mots qui parvenaient à être à la fois cruels et désinvoltes, comme s'il déclinait une invitation à prendre un café plutôt que d'abandonner son épouse lors d'une urgence médicale. L'équipe chirurgicale a vu mon visage s'effondrer.
Ils ont vu les larmes qui ont finalement coulé, chaudes et amères, alors que la réalité me frappait de plein fouet. L'anesthésiste a doucement pris mon téléphone et l'a mis de côté. « Nous allons prendre grand soin de vous », a-t-il dit doucement. « Vous allez vous en sortir. » Mais je ne m'en sortais pas. Alors que l'anesthésie m'emportait, ma dernière pensée consciente ne concernait pas l'opération, ni la douleur, ni même la peur de mourir. C'était la prise de conscience écrasante que j'avais épousé un homme qui pouvait réduire mon urgence vitale à un inconvénient qu'il pouvait simplement balayer d'un texto. Pendant que je luttais pour ma vie sur la table d'opération, Luc était probablement en train de commander du vin et de discuter des prévisions trimestrielles. Ma crise était déjà oubliée. Le dîner d'affaires. Toujours le dîner d'affaires. C'était sa porte de sortie pour chaque moment inconfortable, chaque demande émotionnelle, chaque fois où être un mari exigeait plus que son effort minimum. Des heures plus tard, quand j'ai ouvert les yeux pour la première fois en salle de réveil, le silence a confirmé ce que je savais déjà. Pas de fleurs, pas de visage inquiet penché sur moi, pas de main tenant la mienne, juste le bip régulier des moniteurs et l'odeur antiseptique d'une chambre d'hôpital où j'avais failli mourir seul. L'infirmière a vérifié mes constantes avec une efficacité routinière. « Votre opération s'est parfaitement déroulée », a-t-elle dit chaleureusement. « Vous allez vous rétablir complètement. » Mon mari n'est pas encore arrivé, mais il ne viendra pas, ai-je murmuré, ma voix rauque à cause du tube respiratoire. Les mots avaient le goût de la vérité, amère, finale, et d'une certaine manière, libératrice. Elle s'est arrêtée, son expression se transformant en quelque chose de plus profond qu'une sympathie professionnelle. Je suis désolé, ma petite. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas ce qui compte vraiment. Mais je commençais à comprendre. Alors que j'étais allongé dans cette chambre stérile, les points de suture frais tirant sur ma peau et les analgésiques émoussant les angles, j'ai enfin vu notre mariage clairement. Luc ne m'avait pas seulement abandonné ce soir-là. Il m'abandonnait depuis des années, une absence opportune à la fois. Et quelque part à ce moment de clarté absolue, quelque chose en moi a changé. La femme qui avait mendié son attention, qui avait trouvé des excuses à sa froideur, qui avait accepté des miettes d'affection comme si c'était un festin, elle était en train de mourir sur ce lit d'hôpital. Ce qui se réveillerait à sa place serait quelque chose de complètement différent. 3 jours se sont écoulés dans un brouillard de morphine et de sommeil interrompu. Les infirmières allaient et venaient comme des fantômes, vérifiant mes constantes, ajustant ma perfusion, parlant à voix basse de mon rétablissement remarquable. Mais un rétablissement de quoi? La blessure physique guérissait, bien sûr. Mais quelque chose de plus profond s'était déchiré, qu'aucun chirurgien ne pouvait refermer. Je continuais à m'attendre à ce que Luc franchisse cette porte avec son sourire penaud et une excuse élaborée. Peut-être qu'il apporterait ses roses or de prix du fleuriste chic du centre-ville, celles qu'il achetait chaque fois que sa culpabilité l'emportait finalement sur son indifférence. Peut-être qu'il s'assiérait à mon chevet et me tiendrait la main comme le font les maris dans les films, murmurant des excuses et des promesses d'être meilleur. Mais la porte est restée fermée. Mon téléphone est resté silencieux. Le 4e matin, je me suis réveillé pour trouver le docteur Martin debout à côté de mon lit, son attitude habituellement confiante remplacée par quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Il tenait une enveloppe Kraft dans ses mains, la retournant lentement comme s'il se demandait s'il devait me la donner. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Juliette » a-t-il demandé, mais ses yeux dérivaient sans cesse vers l'enveloppe. « Mieux » ai-je menti, luttant pour me redresser. « Quand puis-je rentrer chez moi ?»« Bientôt. Votre incision guérit magnifiquement, et votre taux de globules blancs est revenu à la normale. » Il a fait une pause, puis m'a regardé directement. « Votre mari est-il passé ?» La question m'a frappé comme un coup physique. « Non, il est occupé par le travail. » Le docteur Martin a hoché la tête lentement, comme si cela confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. « Juliette, je dois vous demander quelque chose et je veux que vous soyez complètement honnête avec moi. Êtes-vous en sécurité à la maison ? » En sécurité ? Le mot semblait étranger dans ma bouche. Que voulez-vous dire ? Parfois, lorsque des membres de la famille ne se présentent pas lors d'urgence médicale, c'est parce que... Il s'est interrompu, choisissant ses mots avec soin. C'est parce que la relation n'est pas ce qu'elle semble être de l'extérieur. Je l'ai regardé, confuse. Docteur Martin, mon mari n'est pas violent. Il est juste absent. L'absence peut être sa propre forme de cruauté, a-t-il dit doucement. Puis il a brandi l'enveloppe. Une femme est passée hier.
Elle a été très précise sur le moment où je devais vous donner ceci. Elle a dit, seulement s'il ne se présente pas. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, le moniteur à côté de mon lit trahissant mon anxiété soudaine. Quelle femme? Je ne comprends pas, elle n'a pas donné son nom. Une dame élégante, peut-être la mi-trentaine, cheveux blonds. Elle semblait vous connaître, cependant, ou du moins elle semblait connaître votre situation. Il a tendu l'enveloppe vers moi. Elle a payé l'intégralité de votre facture d'hôpital, Juliette. Tout, l'opération, les médicaments, les frais de chambre. Tout est couvert. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Mon nom était écrit sur le devant d'une écriture soignée, mais en dessous, quelqu'un avait écrit, pour quand vous serez prête à voir la vérité. A-t-elle dit autre chose, ai-je murmuré. Elle a dit que vous comprendriez une fois que vous l'auriez lu. Et elle a dit de vous dire que vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Le docteur Martin m'a doucement pressé l'épaule. Je vais vous laisser un peu d'intimité. Après son départ, je suis restée assise là pendant ce qui m'a semblé des heures, à regarder l'enveloppe. Une partie de moi voulait la jeter, prétendre que cette femme étrange et son message mystérieux n'existaient pas. Mais une autre partie de moi, celle qui s'éveillait lentement depuis l'abandon de Luc, avait besoin de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Avec des doigts tremblants, j'ai déchiré le seau. La première chose que j'ai vue m'a coupé le souffle. Une photographie de Luc, mais pas le Luc que je connaissais. Cet Luc était plus jeune, peut-être d'il y a 7 ou 8 ans, portant un smoking que je n'avais jamais vu. Il souriait, ce sourire dévastateur qui m'avait d'abord attiré vers lui. Mais son bras entourait une femme qui n'était pas moi. Elle était belle, blonde, sophistiquée, avec des yeux bienveillants et un sourire sincère qui les atteignait. Elle portait une robe de mariée et sa main arborait une bague qui ressemblait étrangement à la mienne, seulement plus ancienne, plus vintage. Sous la photo se trouvait une facture d'hôpital avec la mention « PAY accent aigu » tamponnée en rouge. Mais ce n'était pas ma facture. C'était pour une certaine Élodie Dupont, datée d'il y a 4 ans. Procédures neurologiques étendues, mois de soins intensifs, service de réadaptation, le même nom de famille que Luc avait quand je l'ai rencontré. Mes mains tremblaient alors que je dépliais la lettre sous tout le reste. L'écriture était la même écriture élégante que sur le devant de l'enveloppe. Chère Juliette, vous ne me connaissez pas, mais j'étais sa femme avant vous. Je m'appelle Élodie. Si vous lisez ceci, cela signifie que Luc vous a fait ce qu'il m'a fait. Vous a abandonné quand vous aviez le plus besoin de lui. Je suis désolé. Je suis désolé parce que je sais exactement ce que l'on ressent et je sais exactement ce qui va suivre. Vous êtes probablement confuse en ce moment. Peut-être que vous vous dites que c'est une erreur, une blague cruelle. J'ai pensé la même chose quand j'ai réalisé pour la première fois quel genre d'homme j'avais épousé. Mais vous n'êtes pas folle et vous ne surréagissez pas. Vous voyez simplement enfin clairement. Je connais les dîners d'affaires qui se terminent tard. Je connais les clients importants qui semblent toujours avoir besoin de lui pendant les vacances. Je connais les commentaires de sa mère sur les femmes dramatiques et les troubles anxieux. Je le sais parce que je l'ai vécu aussi. Je connais aussi le compte joint qu'il a lentement vidé. La police d'assurance vie qu'il a augmenté juste avant que vous ne tombiez malade. Les conversations privées qu'il a eues avec son avocat sur la protection de ses actifs en cas de frais médicaux. Juliette, je veux que vous compreniez quelque chose. Ce qui vous est arrivé n'était pas une urgence pour lui. C'était une opportunité. J'ai arrêté de lire, ma vision brouillée par des larmes qui ne provenaient pas des analgésiques. La lettre flottait dans mes mains alors que la pleine signification de ces mots s'imposait à moi. Il ne m'avait pas seulement abandonné. Il avait planifié ce moment, s'y était préparé. Pendant que j'étais en chirurgie, luttant pour ma vie, Luc calculait comment ma mort potentielle pourrait lui être financièrement bénéfique. La femme sur la photo, Élodie, avait vécu exactement le même scénario. Et d'une manière ou d'une autre, elle avait survécu pour m'avertir. Mais comment? Et pourquoi maintenant? J'ai regardé la photo à nouveau, étudiant son visage plus attentivement. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux, quelque chose qui me faisait penser que je l'avais déjà vu récemment. Puis ça m'a frappé comme un coup de poing. La femme qui était dans l'ascenseur de l'hôpital il y a 3 jours, celle qui m'avait souri avec une tristesse si compréhensive. La femme qui avait tenu la porte et dit, « Prenez soin de vous, ma petite. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » C'était elle, Élodie, la première femme de Luc. La femme qui était censée être morte.
Mes doigts tremblaient alors que je me tournais vers la deuxième page de la lettre d'Élodie, désespéré de comprendre comment une femme morte pouvait arpenter les couloirs de l'hôpital et payer mes factures médicales. Je suppose que vous vous demandez comment j'écris cette lettre alors que Luc a dit à tout le monde que j'étais morte il y a 4 ans. La vérité est à la fois plus simple et plus dévastatrice que vous ne pourriez l'imaginer. Nous nous sommes mariés il y a 9 ans dans la même église où vous avez probablement eu votre cérémonie. Luc a un schéma. Il a même recyclé les mêmes vœux, la même destination de lune de miel, probablement les mêmes promesses de vieillir ensemble. Cette première année a été magique. Il était attentionné, romantique, tout ce dont je rêvais chez un mari. Il m'appelait son ange et promettait de m'aimer dans la maladie comme dans la santé. Puis quelque chose a changé. Ça a commencé petit, des anniversaires oubliés, des rendez-vous annulés, ce regard distant dans ses yeux quand je parlais de ma journée. La deuxième année, il maîtrisait l'art d'être physiquement présent mais émotionnellement absent. Ça vous dit quelque chose? Les maux de tête ont commencé pendant notre 3e année. Au début, ils étaient gérables. Juste des migraines occasionnelles que Luc qualifiait de stress lié à mon travail à la galerie d'art. Tu travailles trop dur, Élodie, disait-il, levant à peine les yeux de son téléphone. Peut-être que tu devrais démissionner et te concentrer sur ton rôle d'épouse. Mais les maux de tête ont empiré. Une douleur aveuglante qui me laissait recroqueviller dans notre chambre avec les rideaux occultants tirés. Puis sont venues les pertes de mémoire, les vertiges, les moments où j'oubliais où j'étais ou pourquoi je tenais des clés de voiture. La réponse de Luc était prévisible. Tu es dramatique. Tout le monde a des maux de tête. Même quand j'ai commencé à m'effondrer, à tomber réellement par terre, inconsciente, il a trouvé des moyens de minimiser la situation. Élodie a toujours été très exigeante, l'ai-je entendu dire à sa mère au téléphone. Certaines femmes ont juste besoin de plus d'attention que d'autres. Le diagnostic est tombé un mardi. Malformation artério-veineuse dans mon cerveau. Un enchevêtrement de vaisseaux sanguins anormaux qui pouvaient se rompre à tout moment. Le neurologue l'a expliqué en des termes qui ont fait pâlir le visage de Luc. Chirurgie majeure requise. Des mois de convalescence. Aucune garantie sur les fonctions cognitives par la suite. Combien cela va-t-il coûter, fut la première question de Luc. Pas ira-t-elle bien? Pas quelles sont ses chances, juste des euros et des centimes. L'opération était prévue pour le mois suivant. Luc semblait me soutenir, posant les bonnes questions, me tenant la main lors des consultations. Je croyais vraiment qu'il avait peur de me perdre. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait déjà contacté un avocat spécialisé en divorce. 3 jours avant mon opération, il a augmenté ma police d'assurance vie à un demi-million d'euros. Il m'a dit que c'était juste pour être responsable au cas où quelque chose arriverait. J'ai signé les papiers avec gratitude, pensant à quel point il était prévenant de protéger notre avenir. Je ne suis jamais allé à l'opération prévue. La malformation s'est rompue alors que j'étais seul dans notre cuisine, en train de préparer le dîner préféré de Luc comme surprise. Je me suis effondré exactement là où vous vous êtes probablement effondré, Juliette. Les mêmes carreaux, la même tentative désespérée d'attraper un téléphone, le même mari qui n'était pas là quand j'avais le plus besoin de lui. Mais contrairement à vous, je ne me suis pas réveillé en quelques jours. Je suis tombé dans ce que les médecins appellent un état de conscience minimale. Pas tout à fait un coma, pas tout à fait consciente. J'ai été piégé dans mon propre corps pendant 4 ans et 4 mois, consciente mais incapable de bouger, de parler ou de signaler que j'étais toujours là. Luc m'a rendu visite exactement 3 fois. Une fois pour signer des papiers transférant nos comptes joints à son seul nom. Pour les frais médicaux, a-t-il dit au personnel. Une fois pour autoriser mon transfert de l'établissement privé coûteux à un centre de soins de longue durée public. Et une fois pour demander le divorce pour cause d'incapacité mentale. Les infirmières ne savaient pas que je pouvais les entendre en discuter. Pauvre femme, a dit l'une d'elles. Son mari dit qu'elle ne voudrait pas vivre comme ça. Il prépare déjà les funérailles. Mais je n'étais pas en train de mourir. J'écoutais. Je brûlais intérieurement, comprenant exactement qui j'avais épousé. Il a vendu notre maison 6 mois après mon effondrement. A dit aux voisins que mon état se détériorait rapidement et que la garder était trop douloureux. L'argent est allé sur des comptes auxquels je ne pouvais pas accéder. Des investissements que je n'avais jamais approuvés. Une nouvelle voiture dans laquelle je ne monterai jamais. 18 mois plus tard, il vous a rencontré lors d'une soirée caritative. Je le sais parce qu'il vous a emmené me voir une fois, au début de votre relation.
Vous ne vous en souvenez probablement pas. Je n'étais qu'un autre cas triste dans un service de soins de longue durée. Mais vous avez été gentil avec les infirmières, douce avec les patients âgés en fauteuil roulant. Vous n'aviez aucune idée que vous rencontriez votre prédécesseur. C'est pour ça que j'apprécie tant la vie, vous a dit Luc en quittant ma chambre. Voir Élodie comme ça me fait apprécier chaque jour de bonne santé. Il se servait de ma tragédie comme d'une phrase d'accroche, Juliette. Créant de la sympathie pour se faire paraître plus profond, plus sensible. 2 ans après cette visite, il vous a épousé. Je le savais parce que les infirmières parlaient de voir sa photo dans les pages mondaines. Sa femme ne vient-elle pas de mourir, a demandé l'une. Je suppose qu'il a vite tourné la page, a répondu une autre. Sauf que je n'étais pas morte. J'étais bien vivante, juste piégée dans un corps qui n'obéissait pas à mes ordres. Le jour où je me suis réveillée, vraiment réveillée, était un mardi, tout comme le jour où j'ai reçu mon diagnostic. 4 ans et 4 mois après mon effondrement, mes yeux se sont ouverts et sont restés ouverts. Mes doigts ont bougé quand je leur ai dit de le faire. Ma voix, rauque par manque d'usage, a réellement produit des sons. Le personnel était stupéfait. Ils ont appelé ça un miracle, un rétablissement sur 1 million. Mais la première chose que j'ai demandé n'était pas de l'eau, de la nourriture ou même un miroir pour voir comment j'avais changé. J'ai demandé un ordinateur. En quelques heures, j'ai découvert la vérité. Divorcée alors que j'étais inconsciente, actif transféré, maison vendue, mari remarié à une femme nommée Juliette, qui me ressemblait remarquablement, juste plus jeune et plus confiante. Vous pourriez vous attendre à ce que je vous dise que j'étais furieuse, que j'ai crié, ragé et planifié une vengeance immédiate. Mais rester immobile pendant plus de 4 ans vous apprend la patience. Cela vous apprend que les émotions sont des luxes et que la survie exige une stratégie. Alors j'ai commencé à observer, à apprendre sur vous, sur votre mariage, sur les schémas que Luc répétait déjà. J'ai vu la même distance dans ses yeux lors de vos apparitions publiques. J'ai reconnu la façon dont il vérifiait son téléphone quand vous parliez. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne vous fasse ce qu'il m'avait fait. La seule question était de savoir si vous y survivriez. J'ai posé la lettre, mes mains tremblant si violemment que je pouvais à peine tenir les pages. Élodie n'avait pas seulement été la femme de Luc. Elle avait été sa victime, jetée comme un déchet lorsqu'elle est devenue gênante. Et maintenant, je vivais exactement le même cauchemar, juste avec des détails différents. Mais elle avait survécu. D'une manière ou d'une autre, incroyablement, elle s'était extirpée du bord de la mort pour m'avertir. La question était, qu'est-ce qu'elle attendait de moi? Je me suis tourné vers la dernière page de la lettre d'Élodie avec des doigts tremblants, ayant besoin de comprendre comment une femme dans un centre de soins de longue durée pouvait orchestrer quoi que ce soit, et encore moins ce qui se déroulait autour de mon mariage. À présent, vous vous demandez probablement comment quelqu'un qui a passé 4 ans immobile pourrait vous aider. La réponse a un nom, Chloé Dubois. Chloé était ma meilleure amie avant Luc, pendant Luc, et heureusement, après Luc. Elle m'a rendu visite chaque semaine pendant ces 4 ans et 4 mois où je ne pouvais pas répondre. Ne pouvait pas accuser réception de sa présence, ne pouvait même pas serrer sa main pour lui faire savoir que j'entendais sa voix. Elle me lisait des livres, mettait de la musique, et plus important encore, elle m'a promis qu'elle arrangerait les choses si jamais je me réveillais. Chloé est avocate en droit des sociétés, brillante, méthodique et absolument impitoyable quand quelqu'un qu'elle aime a été lésé. Elle est aussi belle de cette manière discrète qui donne aux hommes l'impression d'avoir découvert un trésor caché. Voix douce, yeux bienveillants, le type de femme qui écoute attentivement et donne aux hommes l'impression d'être la personne la plus intéressante au monde. En d'autres termes, elle est la cible parfaite de Luc. 3 mois après mon réveil, Chloé et moi avons commencé à planifier. Pas une vengeance. C'est trop émotionnel, trop chaotique. Nous avons planifié la justice, et la justice exige de la précision. Chloé a passé des semaines à étudier les schémas de Luc, ses habitudes, ses faiblesses. Elle a découvert qu'il assistait à des vernissages mensuels en ville. Toujours seul, faisant toujours le tour de la salle pour des relations d'affaires potentielles. Il était devenu paresseux depuis qu'il vous avait épousé, Juliette. Confortable, prévisible. Le vernissage de la galerie de l'Étoile en mars était parfait. Chloé s'est arrangée pour y être en tant qu'amie de l'artiste, magnifique dans une simple robe noire qui coûtait plus que le loyer de la plupart des gens. Elle s'est positionnée près de la table des vins, sachant que Luc graviterait vers le champagne cher. Il l'a approché en moins de 20 minutes. « Je ne vous ai jamais vu à ces événements auparavant » a-t-il dit,
utilisant probablement la même phrase qu'il avait utilisée avec vous. Chloé a joué son rôle à la perfection. Intéressée mais pas désespérée. Intelligente mais pas menaçante. Réussie mais pas intimidante. Je suis nouvelle en ville, a-t-elle menti sans effort. Je viens de commencer au cabinet Le Moine et Partenaires. Elle a nommé un cabinet d'avocats prestigieux, sachant que cela l'intriguerait. J'apprends encore à connaître toutes les opportunités culturelles ici. Les yeux de Luc se sont illuminés. Une femme belle, réussie, nouvelle en ville et ne connaissant personne. C'était comme le matin de Noël pour un infidèle en série. Ils ont parlé pendant 1 heure. Chloé a écouté ses plaintes sur le stress au travail, a hoché la tête avec sympathie quand il a mentionné sa situation familiale compliquée, et a habilement extrait des informations sur ses affaires, ses finances, sa routine quotidienne. À la fin de la soirée, il lui avait demandé son numéro. « J'adorerais vous faire découvrir davantage la ville », a-t-il dit, planifiant déjà mentalement comment jongler avec sa nouvelle conquête et sa femme existante. Chloé a accepté gracieusement, puis est rentrée chez elle et m'a rapporté chaque détail. Nous avons affiné notre stratégie. D'après ce que nous avions appris, Luc était encore plus prévisible que nous l'espérions. Leur premier rendez-vous était un café 2 semaines plus tard. Chloé a choisi un café à l'autre bout de la ville de notre quartier, un endroit où vous ne les verriez jamais accidentellement. Elle s'est habillée simplement, jean, pull simple, maquillage minimal. Elle voulait paraître accessible, pas comme l'avocate sophistiquée qu'elle était en réalité. Luc est arrivé avec 15 minutes de retard, testant si elle attendrait. Elle l'a fait, car les femmes qui n'attendent pas ne deviennent pas des maîtresses à long terme. Il s'est excusé avec des fleurs, des roses de supermarché, même pas les plus chères, et s'est lancé dans des plaintes sur son mariage. Ma femme ne comprend pas la pression que je subis, a-t-il confié autour d'un café. Elle est si exigeante, a toujours besoin d'attention, a toujours une crise ou une autre. Chloé a hoché la tête avec sympathie. Ça a l'air épuisant. Vous méritez quelqu'un qui apprécie à quel point vous travaillez dur. C'était exactement ce qu'il voulait entendre. En 1 mois, il se voyait 2 fois par semaine. Luc vous disait que c'était des dîners de clients ou des événements de réseautage. Chloé a documenté chaque mensonge, chaque excuse, chaque détail de leur rencontre. Mais elle ne se contentait pas de recueillir des preuves. Elle devenait indispensable pour lui. Tu es si différente des autres femmes, lui a dit Luc lors de leur 2e mois de rencontre. Tu écoutes vraiment. Tu comprends ce que c'est que d'avoir de vraies responsabilités. Chloé a souri et a touché sa main sur la table du restaurant. Je pense juste que les hommes qui réussissent méritent des partenaires qui soutiennent leurs ambitions au lieu de créer plus de stress. Au 3e mois, Luc était complètement accro. Il a commencé à faire des déclarations de plus en plus audacieuses sur son avenir, sur ce qu'il voulait de la vie, sur les changements qu'il envisageait. Parfois, je pense à ce que serait la vie si je pouvais tout recommencer, a-t-il songé lors d'un de leurs dîners. Sans tout le bagage et les complications. Qu'est-ce qui vous en empêche, a demandé Chloé innocemment. Des problèmes juridiques, des enchevêtrements financiers. Le nom de ma femme est surtout. Il a fait une pause, étudiant le visage de Chloé. Mais j'ai pensé à restructurer certaines choses, à protéger mes actifs au cas où. Au cas où quoi? Au cas où elle aurait une autre urgence médicale. Les factures d'hôpital peuvent vous ruiner de nos jours. L'expression de Chloé est restée neutre, mais à l'intérieur, elle documentait chaque mot insensible. Luc ne prévoyait pas seulement de m'abandonner comme il avait abandonné Élodie. Il espérait activement une opportunité de le faire. C'est alors que Chloé a suggéré la planification successorale. Vous savez, en tant qu'avocate, je vois des gens se faire surprendre par des crises médicales tout le temps, a-t-elle dit nonchalamment. Avez-vous envisagé de mettre en place des procurations, des structures de fiducie? Il y a des moyens de protéger vos actifs auxquels la plupart des gens ne pensent jamais. L'intérêt de Luc a été immédiat et intense. Pourriez-vous m'aider avec quelque chose comme ça? Je ne devrais pas vraiment mélanger les affaires avec quoi que ce soit, a dit Chloé, jouant parfaitement la réticence. Mais je tiens à vous. Peut-être que je pourrais examiner certains documents, m'assurer que vous êtes protégé. En 2 semaines, Luc avait signé des papiers donnant à Chloé une procuration limitée pour les décisions financières d'urgence. Il pensait être malin, mettant en place un filet de sécurité au cas où vous deviendriez un fardeau financier comme l'avait été Élodie. Il n'avait aucune idée qu'il venait de confier le contrôle de toute sa vie financière à la meilleure amie de la femme qu'il avait tenté d'effacer de l'existence.
La beauté du plan de Chloé n'était pas seulement qu'il était légal. C'était que Luc s'était porté volontaire à chaque étape. Il l'avait courtisée, s'était confié à elle, avait demandé son aide et avait signé des documents lui donnant accès à tout ce qu'il possédait. Il pensait se préparer à abandonner sa deuxième femme. Au lieu de cela, il se préparait à tout perdre au profit de la meilleure amie de sa première femme. Et la plus belle partie, pendant que Luc était occupé à planifier ma potentielle ruine financière, j'étais à la maison en convalescence, complètement inconsciente que mon salut était déjà en marche. J'ai regardé la lettre, mon esprit tourbillonnant. Pendant que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, me sentant abandonné et trahi, un plan soigneusement orchestré se déroulait autour de Luc. Il n'était pas seulement un mari négligent. Il complotait activement contre moi de la même manière qu'il avait comploté contre Élodie. Mais contrairement à Élodie, je n'affronterais pas cela seul. J'avais une alliée que je n'avais même jamais rencontrée. L'enveloppe contenait un dernier élément que je n'avais pas remarqué. Une petite carte avec une adresse et une heure. Le petit bistrot, demain, 14 heures. Venez seul. J'ai eu mon congé le lendemain matin avec des instructions strictes de me reposer et d'éviter le stress. L'ironie ne m'a pas échappé alors que j'étais assise dans mon Uber, serrant la lettre d'Élodie et me dirigeant vers ce qui semblait être le moment le plus stressant de ma vie. Mais je devais savoir. Je devais rencontrer la femme qui avait joué aux échecs avec mon mari pendant que je jouais à la maison. Le petit bistrot était un petit endroit intime, niché entre une librairie et une boutique de vêtements vintage. Je l'ai repérée immédiatement, non pas parce que je la reconnaissais, mais parce qu'elle était la seule femme assise seule qui semblait attendre quelqu'un de précis. Elle était exactement comme Élodie l'avait décrite, belle d'une manière discrète avec des yeux intelligents et une aura de confiance tranquille. Chloé Dubois a levé les yeux alors que j'approchais, et son sourire était à la fois chaleureux et compréhensif. « Juliette », dit-elle doucement, se levant pour m'embrasser comme si nous étions de vieilles amies. « Je suis si contente que vous soyez venue. »« C'est vous », ai-je murmuré, étudiant son visage. « C'est vous qui aviez des rendez-vous café avec mon mari. » « Oui. » Elle a fait un geste vers la chaise en face d'elle. Bien que je préfère considérer cela comme des consultations professionnelles. Je me suis assise lourdement, ma cicatrice chirurgicale tirant légèrement. Je ne comprends rien à tout ça. Comment connaissez-vous Élodie? Depuis combien de temps planifiez-vous, quoi que ce soit? L'expression de Chloé est devenue sérieuse. Élodie et moi sommes meilleures amies depuis la fac de droit. J'étais son témoin quand elle a épousé Luc. J'ai aussi été celle qui l'a trouvé effondré dans son appartement quand Luc était opportunément en voyage d'affaires. Elle a fait une pause pour siroter son café et j'ai remarqué que ses mains étaient parfaitement stables alors que les miennes tremblaient. Je lui ai rendu visite chaque semaine pendant 4 ans, Juliette. Chaque semaine, je me suis assise à son chevet et je lui ai promis que si jamais elle se réveillait, je m'assurerais que Luc ne ferait plus jamais ça à une autre femme. Mais elle s'est réveillée, ai-je dit, ayant encore du mal à tout assimiler. Oui. Et la première chose qu'elle m'a demandé de faire, c'est de vous surveiller, de vous protéger, car nous savions toutes les deux que ce n'était qu'une question de temps avant que Luc ne montre à nouveau son vrai visage. Mon téléphone a vibré avec un texto. Le nom de Luc s'est affiché à l'écran et j'ai senti mon estomac se nouer. Chloé a remarqué ma réaction. Il essaie de vous joindre toute la matinée, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, lisant son message. Où es-tu? Urgent. Il panique, a dit Chloé avec satisfaction. Car depuis ce matin, Luc Dupont n'a accès à aucun de ses comptes, de ses investissements ou de ses actifs. Tout est gelé en attendant une enquête pour fraude financière. Quoi? Je l'ai regardé fixement. Comment est-ce possible? Parce qu'il y a 3 mois, votre mari a volontairement signé des documents me donnant procuration sur ses affaires financières. Il pensait être malin, mettant en place des protections au cas où vous deviendriez un fardeau financier comme l'avait été Élodie. Le sourire de Chloé était acéré. Il n'avait aucune idée qu'il signait sa vie entière à quelqu'un qui planifiait sa chute depuis des années. Mon téléphone a sonné. Le nom de Luc à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Juliette, où diable es-tu? Sa voix était tendue de panique. Il y a un problème avec nos comptes. Je ne peux accéder à rien. La banque dit qu'il y a une sorte de blocage juridique. Je prends un café, ai-je dit calmement, croisant le regard approbateur de Chloé. Avec une amie. Quelle amie? Tu n'as pas d'amis que je ne connais pas,
la possessivité dans sa voix était soudainement limpide pour moi. Comment ne l'avais-je jamais remarqué avant? Elle s'appelle Chloé Dubois. Peut-être que vous la connaissez. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Quand Luc a finalement parlé, sa voix était différente, calculatrice, dangereuse. Juliette, je ne sais pas ce que quelqu'un t'a dit, mais tu dois rentrer à la maison tout de suite. Nous devons parler. Parler de quoi, Luc? De la façon dont tu m'as laissé seul pendant une opération d'urgence? De ton dîner d'affaires qui était plus important que la vie de ta femme? Ou peut-être d'Élodie? Un autre silence, plus long cette fois. Je ne sais pas quels mensonges on t'a raconté. Des mensonges? J'ai ri et le son m'a surprise par son amertume. Est-ce un mensonge que tu as divorcé de ta première femme alors qu'elle était inconsciente? Est-ce un mensonge que tu prévoyais de me faire la même chose? Juliette, écoute-moi très attentivement. Sa voix était devenue froide. Quoi que cette femme t'ait dit, quels que soient les documents qu'elle t'ait montrés, rien de tout cela n'a d'importance. Tu es ma femme. Tout ce que je possède est à moitié à toi. Rentre à la maison et nous réglerons ça ensemble. Chloé écrivait quelque chose sur une serviette. Elle l'a glissé vers moi. Vérifie ton compte. J'ai mis Luc sur haut-parleur et j'ai ouvert mon application bancaire. Mon compte personnel, qui contenait 3 000 € quand je suis entré en chirurgie, affichait maintenant un solde de 247 000 €. Comment, ai-je murmuré. Chloé a écrit une autre note. L'indemnisation d'Élodie de la compagnie d'assurance. Elle n'en a jamais dépensé un centime. Juliette, Juliette, tu es là. La voix de Luc devenait frénétique. Je suis là, ai-je dit, regardant le chiffre sur mon écran. Je regarde juste mon compte en banque. C'est très intéressant. Que veux-tu dire? Je veux dire, je regarde un quart de million d'euros qui n'était pas là hier. De l'argent qui vient de quelqu'un qui se soucie plus de mon bien-être que mon propre mari. Qui t'a donné de l'argent? Juliette, c'est illégal. Quel que soit le complot que cette femme manigance. Le nom de la femme est Élodie. Luc, ta première femme. Celle qui est censée être morte. La ligne est devenue complètement silencieuse. Pas même une respiration. Finalement, Luc a parlé et sa voix était un murmure. C'est impossible. Vraiment? Parce qu'elle me semble bien vivante. Vivante, en colère, et apparemment très douée pour la planification à long terme. Chloé a fait un geste pour prendre le téléphone. J'ai hésité, puis je le lui ai tendu. Bonjour, Luc, a-t-elle dit agréablement. Ici Chloé Dubois, votre avocate attitrée pour toutes les questions financières. Je voulais vous informer que nous avons découvert des irrégularités dans la gestion de vos actifs qui nécessitent une enquête immédiate. Vous ne pouvez pas faire ça. La voix de Luc était à peine contrôlée par la rage maintenant. Je ne vous ai jamais donné la permission de. En fait, si. 3 fois distinctes. Toutes notariées, toutes avec témoins, toutes complètement légales. Vous avez été très méticuleux pour vous assurer que j'avais une autorité complète sur vos finances. En cas d'urgence. Et c'est une urgence, Luc. Votre femme a failli mourir pendant que vous dîniez avec moi. Je dirais que cela se qualifie. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Alors, que voulez-vous? Chloé m'a regardé en haussant un sourcil. La question n'était pas pour elle. J'ai repris le téléphone et quand j'ai parlé, ma voix était stable et claire. Rien, Luc. Je ne veux absolument rien de toi. Juliette, s'il te plaît, parlons-en rationnellement. J'ai essayé de te parler rationnellement pendant 6 ans. Ça ne t'intéressait pas, puis j'ai fait une pause, ressentant un étrange sentiment de calme s'installer en moi. Tu m'as laissé sur cette table d'opération, Luc. Tu as choisi un dîner d'affaires plutôt que la vie de ta femme. Alors maintenant, je me choisis moi plutôt que notre mariage. Tu ne peux pas simplement. Je peux, et je le fais. J'ai regardé Chloé qui a hoché la tête de manière encourageante. Tu m'as laissé sans rien quand j'avais le plus besoin de toi. Maintenant, je te laisse sans rien quand tu as le plus besoin de moi. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Pour la première fois en 6 ans, le silence semblait paisible au lieu d'être solitaire. Chloé a tendu la main sur la table du café et a serré la mienne. Il y a quelqu'un qui attend depuis très longtemps de vous rencontrer comme il se doit, a-t-elle dit doucement.
Êtes-vous prête? 20 minutes plus tard, nous nous sommes garés dans l'allée d'une maison de ville modeste mais élégante du quartier ancien. Le jardin était méticuleusement entretenu avec des roses tardives grimpant sur un treillis blanc près de la porte d'entrée. C'était le genre de maison qui parlait de force tranquille et de reconstruction soignée. Élodie a ouvert la porte avant que nous puissions frapper. En personne, elle était plus frappante que sa photo ne le laissait supposer. Les années l'avaient marquée. Il y avait des rides autour de ses yeux qui parlaient de douleurs surmontées et de batailles menées, mais elle se tenait avec une dignité presque royale. Quand elle a souri, j'ai vu des traces de la femme dont Luc était tombé amoureux, mais aussi quelque chose de plus dur, de plus résilient. Juliette, a-t-elle dit, et sa voix était exactement comme je l'avais imaginé d'après sa lettre, chaude mais mesurée. Je suis si contente que vous soyez en sécurité. Nous nous sommes étreintes sur son seuil, deux femmes qui avaient partagé le même cauchemar, le même homme, la même prise de conscience dévastatrice que la personne en qui nous avions le plus confiance avait planifié notre destruction. Sa maison était un sanctuaire. Éclairage doux, meubles confortables, murs tapissés de livres et d'œuvres d'art qui parlaient d'une vie soigneusement reconstruite. Elle nous a conduites à une salle à manger où un déjeuner simple nous attendait. Soupe, pain frais, thé servi dans de délicates tasses en porcelaine. J'espère que ça ne vous dérange pas, a dit Élodie alors que nous nous asseyions. J'ai pensé que nous devrions nous rencontrer dans un endroit paisible. Nous avons toutes traversé assez de chaos. Pendant les premières minutes, nous avons mangé dans un silence confortable. Il y avait quelque chose de profond à partager un repas avec ces femmes. L'une qui m'avait sauvé, l'une qui nous avait vengés toutes les deux, et moi, encore en train de traiter l'ampleur de ce qui s'était déroulé. Depuis combien de temps planifiez-vous cela, ai-je finalement demandé. 4 ans, 4 mois et 16 jours, a répondu Élodie sans hésitation. Dès l'instant où je me suis réveillé et que j'ai appris ce que Luc avait fait. Mais la vraie planification a commencé quand Chloé m'a dit qu'il s'était remarié. Chloé a posé sa tasse de thé avec soin. Nous savions qu'il répéterait le schéma. Les hommes comme Luc ne changent pas. Ils trouvent juste de nouvelles victimes. La question était de savoir si nous pouvions intervenir avant qu'ils ne détruisent une autre vie. Votre urgence médicale a accéléré notre calendrier, a poursuivi Élodie. Quand Chloé m'a dit que vous vous étiez effondré et que Luc ne s'était pas présenté, nous avons su qu'il était temps d'agir. J'ai regardé entre elles, ces deux femmes remarquables qui avaient orchestré la chute de Luc avec une précision chirurgicale. Que se passe-t-il maintenant? Élodie s'est levée et s'est dirigée vers un bureau antique dans le coin. Elle est revenue avec un épais dossier de documents juridiques. Maintenant, nous divisons ce qui nous revient de droit. Les documents étaient complets, titre de propriété, portefeuille d'investissement, relevé bancaire, police d'assurance, tout ce que Luc avait accumulé pendant les 2 mariages, méticuleusement catalogué et légalement transféré. La maison que vous partagiez avec lui, a dit Élodie, glissant un titre de propriété sur la table. Elle est à vous maintenant. Il a pris ma maison quand je ne pouvais pas la défendre. Vous ne devriez pas perdre la vôtre à cause de ses choix. Mais le portefeuille d'investissement que nous avons construit pendant mon mariage, a-t-elle poursuivi, indiquant une autre liasse de papier, est divisé en 3. Chloé a gagné sa part grâce à son travail juridique et son soutien émotionnel. Vous avez gagné la vôtre en lui survivant. Chloé a ajouté ses propres documents à la pile. Sa voiture, son bateau, son adhésion au club de golf, tous transférés légalement grâce à la procuration qu'il a signée. Tout ce qu'il utilisait pour impressionner d'autres femmes tout en négligeant ses épouses. J'ai regardé les papiers, submergé. C'est trop. Je ne peux pas accepter. Juliette. La voix d'Élodie était ferme mais gentille. Luc a volé 4 ans de ma vie. Il prévoyait de voler la vôtre. Nous ne prenons rien qui n'ait été construit sur notre dos, nos sacrifices, notre amour qu'il a exploité. Elle avait raison. Chaque actif sur cette table avait été acheté avec de l'argent que Luc avait gagné pendant que nous le soutenions, gérions sa maison, recevions ses clients, jouions le rôle d'épouse dévouée pendant qu'il planifiait notre destruction. Le téléphone de Chloé a vibré avec un texto. Elle y a jeté un coup d'œil et a souri sombrement. La mère de Luc vient d'essayer de l'appeler. Comme il n'a pas répondu, elle a appelé son bureau. Apparemment, il a été licencié pour détournement de ressources de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Ça veut dire qu'il utilisait les cartes de crédit de l'entreprise pour financer ses rendez-vous avec moi, a expliqué Chloé. Ses employeurs ont découvert les dépenses lors de leur enquête sur ses comptes gelés. Reçus de dîner, chambre d'hôtel,
achat de bijoux, tout facturé à l'entreprise pendant qu'il leur disait qu'il courtisait des clients potentiels. Élodie a secoué la tête. Il ne pouvait même pas tricher honnêtement. Au cours de l'heure suivante, nous avons signé des documents, fait notarier des transferts et solidifié légalement la distribution de l'ancienne vie de Luc. C'était surréaliste. 3 femmes assises autour d'une table, démantelant calmement l'existence d'un homme avec la même précision méthodique qu'il avait utilisée pour essayer de démanteler la nôtre. Et Luc, ai-je finalement demandé. Que lui arrive-t-il maintenant? Chloé a de nouveau consulté son téléphone. Ses cartes de crédit ont été annulées. Son bail pour cet appartement en ville qu'il pensait que nous ne connaissions pas a été résilié. Son avocat l'a laissé tomber quand le chèque de provision a été rejeté. Sa famille. C'est drôle avec les familles, a songé Élodie. Elles sont très solidaires quand vous réussissez et très distantes quand vous ne réussissez pas. Sa mère, qui vous a traité de dramatique pour avoir subi une opération d'urgence, n'a pas retourné son appel depuis que la nouvelle est tombée. Son frère a changé de numéro de téléphone. Alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres d'Élodie, peignant tout d'une lumière dorée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Une paix authentique. Pas le calme fragile de marcher sur des œufs autour des humeurs de Luc, mais la tranquillité profonde qui vient du fait de savoir que vous êtes exactement là où vous devez être. Il y a encore une chose, a dit Élodie, produisant un final document. C'est une ordonnance restrictive. Une protection juridique contre toute tentative de Luc de vous contacter, de vous harceler ou d'interférer avec votre nouvelle vie. Je l'ai signé sans hésitation. Alors que nous nous préparions à partir, Élodie m'a raccompagné à la porte. Juliette, je veux que vous sachiez quelque chose. Quand Luc vous a abandonné dans cet hôpital, il pensait prouver votre faiblesse. Mais s'éloigner de quelqu'un qui a besoin de vous ne vous rend pas fort. Ça vous rend vide. Et les gens vides finissent par tout perdre. Chloé nous a rejointes sur le porche. Nous n'avons pas fait ça par dépit ou par vengeance, a-t-elle dit doucement. Nous l'avons fait parce que les femmes qui survivent à des hommes comme Luc doivent se serrer les coudes. Nous devons montrer aux autres femmes qu'il y a une autre voie. 6 mois plus tard, j'apprendrai que Luc travaillait dans une station-service en périphérie, vivant dans un studio avec des meubles d'Emmaüs. Son nom était devenu une fable édifiante dans nos cercles sociaux. Un avertissement sur les hommes qui considèrent leurs épouses comme des actifs jetables plutôt que comme des partenaires. Mais cet après-midi-là, debout sur le porche d'Élodie avec les 2 femmes qui m'avaient sauvé la vie de manière que je découvrais encore, je ne pensais pas du tout à Luc. Je pensais à l'avenir. Mon avenir, pour la première fois depuis des années. Il pensait que nous étions faibles parce que nous les aimions, a dit Élodie alors que nous étions dans son jardin. 3 femmes qui avaient survécu au même prédateur et en étaient sorties plus fortes. Mais l'amour ne vous rend pas faible. Il vous rend patiente. Elle a fait une pause, nous regardant, Chloé et moi, avec des yeux qui contenaient toute la sagesse de quelqu'un qui était littéralement revenu de la mort. Et les femmes patientes gagnent différemment. Cette histoire de justice stratégique vous a tenu en haleine? Appuyez sur le bouton « J'aime » tout de suite. Ne manquez pas d'autres histoires inspirantes comme celle-ci.